celui-ci fonctionne. Mais tous les quatre fonctionnaient, c'est bizarre. T'es sûr? Si, Ça y est. je vois. 1, 2, 1, 2, ça y est. Bonjour à toutes et à tous. 16h, c'est le dimanche, 16h au festival VOVF. C'est l'heure de la remise du prix de traduction INALCO VOVF. C'est la quatrième année, c'est la quatrième sélection. Enfin, il n'a pas toujours pu avoir la remise de prix à GIF au château pour cause de Covid. Moi, je m'appelle Julien Delorme, je suis animateur littéraire, directeur commercial d'une maison d'édition et puis je participe au jury depuis 2 ans désormais. Je vais passer la parole très rapidement à Nathalie Carré et Marie Vrina Nikolov qui sont les initiatrices du prix de la traduction, de ce prix de la traduction et qui l'ont organisé voilà, depuis 4 années maintenant. Elles vont vous expliquer un petit peu ce que c'est plutôt. Mais je voulais juste insister sur quelque chose avant que l'on commence vraiment. Il y a eu 7 livres sélectionnés, on va y revenir, on va vous les présenter. Et c'est un prix dont il me semble que la sélection en elle-même, les 7 titres cette année, 6 l'année passée, mérite qu'on s'y attarde. Tout d'abord parce que ce sont des langues qui ont, les langues examinées et les littératures examinées sont des littératures qui ont sans doute moins de visibilité sur les tables des libraires ou dans la presse que les littératures notamment anglo-saxonnes, mais aussi parce qu'il y a un processus de sélection assez particulier au prix dont vous allez nous parler brièvement et qui donne tout son intérêt voilà, à ces sélections et aux lauréats et qui est assez différent de la manière dont peuvent fonctionner d'autres prix littéraires. Donc sans plus attendre, je vous cède la parole, Nathalie et Marie, pour la présentation du prix. Merci beaucoup Julien, bonjour à tous. Alors en effet, pour vous expliquer comment ça s'est fait, ça a été un hasard heureux comme très souvent dans la vie. Hein. C'est-à-dire que moi je connaissais le festival VOVF et j'étais déjà hyper fan. En fait, je trouvais ça super d'entendre les traducteurs parler et traductrices parler de leur travail. Et Claire Darfeuille, donc, qui travaille pour le festival, m'avait dit « Oh, on aimerait bien s'associer à un prix ». Et dans le même temps, je rencontre Marie. C'était à peu près, on ne se connaissait pas encore, je pense d'ailleurs très bien à l'INALCO, puisqu'on est toutes les deux collègues à l'INALCO. Et elle me dit « Ah, Nathalie, ce serait bien de mettre en place un prix qui puisse récompenser. » Et là, ça rejoint ce que vient de dire Julien. Ces littératures qui finalement circulent quand même un peu moins bien, de façon moins visible, et notamment celles qui sont, du coup on a pris comme critère, celles qui sont traduites des langues enseignées à l'INALCO, puisque l'INALCO, l'ancien Langso, enseigne 103 langues qu'on dira rapidement non européennes, voilà. Et donc, non occidentales, oui, voilà. Oui. Et du coup, eh ben, on a mis ça en place. Alors, je ne sais pas si Marie, tu veux justement expliquer comment ça fonctionne en fait, comment on sélectionne les ouvrages qui nous arrivent. Oui, alors, vous m'entendez? Malgré le masque, c'est bon? Je suis enrhumée, c'est pour vous que je le garde. Alors, on fait cela en 2 temps. La sélection se fait en 2 temps. Le premier temps, je dirais qu'il n'est pas, c'est pas forcément la sélection d'un prix de traduction, ça pourrait être aussi un prix de littérature finalement, puisque chaque livre que l'on reçoit, et on demande aux éditeurs de nous envoyer, de choisir parmi leur sélection des 2 années qui précèdent le prix, de choisir 2 ouvrages et de nous les envoyer en 3 exemplaires, puisque nous les donnons à lire à 3 lecteurs. Et je crois que c'était ton expression que j'ai bien aimée, Nathalie, lecture plaisir. Et donc sur la base en fait des fiches que nous renvoient ces lecteurs, nous arrivons à la sélection qui est donc la sélection pour cette année de 7 ouvrages. Mais ensuite, si on veut que ce soit de manière très sérieuse et compétente, un prix de traduction, eh bien, nous demandons à des experts, c'est-à-dire donc des collègues traducteurs ou enseignants-chercheurs, d'évaluer, de mettre en perspective plutôt le texte originel et la traduction. Voilà. Et c'est ainsi que nous arrivons donc à un lauréat ou une lauréate.
Voilà, donc c'est ce que tu disais, la première sélection lecture plaisir, mais la deuxième sélection, c'est vraiment une lecture extrêmement pointue des textes par des spécialistes, et c'est ensuite sur rapport que se fait la sélection. Alors, voilà, c'est très difficile. Moi, je peux vous donner mon témoignage. Moi, je ne suis pas traducteur, je ne suis pas spécialiste de la traductologie. Et finalement, c'est un peu les critères extérieurs qui aident à trancher, parce que tous les ans, c'est le même problème. C'est qu'on a 7 textes qui sont... et 7 traductions qui sont souvent jugées de manière assez impitoyable. Là, on a quand même des experts qui passent 2 à 3 mois sur les textes pour lire au mot près parfois ou à la phrase près. Je sais que la lauréate de l'année dernière, le rapporteur a même été voir ses précédentes traductions tellement il ne trouvait rien à reprocher à sa traduction, en cours. Donc c'est vraiment extrêmement pointu. Et oui, la sélection est un déchirement, d'où l'importance du choix des textes, et des 7 textes en l'occurrence. Alors on va passer quelques temps à vous présenter justement ces 7 livres qui ont subi l'examen au scalpel, avant de révéler le ou la lauréate de cette édition 2022. Nathalie, tu veux commencer ? D'accord, pas de souci. Alors, on s'est réparti la tâche. Alors, parmi les ouvrages retenus, il y avait La fatigue du matériau, donc de Marek Szindelka, qui a été traduit par Christine Laferrière, qui est ici. Donc c'est un roman qui a été publié aux éditions des Syrtes en 2021. C'est le second roman de l'auteur, qui traduit par ailleurs qui écrit aussi des nouvelles, qui a été aussi récompensé en République tchèque par le prix Magnesia Litera, qui est un prix prestigieux. Voilà. Et il a été traduit déjà dans de nombreuses langues européennes. En fait, le français, du coup, c'était l'an dernier. Donc c'est un récit qui a été inspiré, comme le dit l'auteur lui-même, du sentiment d'horreur qu'il avait à la façon dont on traitait les migrants, notamment pendant la crise des réfugiés de 2015. On a 2 frères, en fait, je vous fais très rapidement l'intrigue. L'un qui est désigné comme le garçon et l'autre Amir, son grand frère, qui fuit un pays qui n'est pas nommé, qui est un pays dévasté, pour aller vers le nord. Et pareil, c'est un pays, en tout cas, l'un d'entre eux arrive dans un pays de neige, de glace, mais rien n'est nommé. Et la narration, en fait, alterne entre les 2 parcours de ces 2 frères qui se sont perdus de vue alors qu'ils pensaient passer la frontière ensemble, et qui se cherchent. Il y a une indétermination assez importante dans le livre, mais ça, tous les lecteurs l'ont bien souligné, qui en fait à la fois permet de traduire la déshumanisation des mondes traversés, qui est vraiment très importante et très sensible à la lecture, et en même temps qui universalise vraiment le propos. Alors c'est un roman qui, justement, quand il nous est arrivé ces 3 lectures, en fait, a vraiment bouleversé les lecteurs. Je vais vous donner un roman dont on ne sort pas indemne, fort, douloureux et nécessaire, glaçant, dérangeant. Je crois que je n'ai jamais rien lu de tel. Et c'est vrai que les éditions des Syrtes disent que c'est le roman de la migration sur leur site. Et je pense qu'en effet, c'est un roman vraiment essentiel pour comprendre les mécanismes et l'usure, en effet, de ces corps qu'on broie, qu'on plie, qu'on met dans des voitures. Donc du coup, pour ce qui est du côté de l'expert, travaillant justement sur un texte quasiment dénué de dialogue, où en fait l'écriture est très chirurgicale, c'est des phrases concises, courte. L'expert a souligné l'excellent travail de traduction, disant que Christine Laferrière a restitué avec force une écriture quasi chirurgicale qui fait pénétrer au plus près des sensations, et notamment celle du corps tordu, cassé, matériaux usés par les épreuves, mais toujours rentables pour d'autres, puisque c'est aussi une réflexion sur justement l'Occident, l'Europe, et ce qu'on fait de ces corps et de ces personnes qui arrivent, mais qui ne sont plus des personnes, justement, qui ne sont plus que des corps. Donc c'est un travail de haut niveau, avec un respect total du texte original.
On souligne la précision du travail de la traductrice qui réussit parfaitement à épouser le rythme de la langue, phrase courte, nominale, tempo soutenu. Voilà. Et j'avais un petit extrait, mais je ne sais pas si on a le temps de lire des extraits. Non. Voilà. Et alors, je vais enchaîner. Du coup, ce sera peut-être plus simple. Alors, autre roman. Alors, qui, lui, a... Enfin, moi, je l'ai... Oui, voilà. La traversée des sangliers de Zhang Dixin. Alors, je dois, à mon avis, très mal prononcer. Donc, qui est alors un roman d'un écrivain sino-malais né à Bornéo et installé à Taïwan. Et donc, c'est traduit du chinois par Pierre Monglime. Donc, qui a bénéficié pour ce texte à la fois d'une résidence à la fabrique du traducteur, qui est mise en place par l'Atlas, parce que je pense que c'est bien de souligner aussi comment on peut aider les traducteurs dans leur travail. Et ça a été publié cette année aux éditions Philippe Piquier. C'est un roman absolument passionnant. Alors, j'ai déjà dit, écrivain sino-malais, né à Bornéo, et qui repousse un peu justement ces frontières parfois un peu fixes qu'on a de littérature chinoise et qui montre combien il y a, la littérature chinoise n'est pas seulement classique, liée à la Chine, mais elle a des diasporas. Et le traducteur signe une préface très éclairante à ce propos. Alors, pour ce qui est des lecteurs, et tous l'ont souligné, c'est un roman puissant, luxuriant et charnel, et qui plonge vraiment le lecteur dans la vie d'un village du nord de Bornéo, qui s'appelle Bouc-aux-Sangliers, et qui raconte notamment l'invasion de ce village par les Japonais en 1945. Mais en même temps, c'est beaucoup plus que cela, parce que ce roman, d'abord, fonctionne complètement par saut et bond chronologique, c'est-à-dire qu'on a des va-et-vient entre les époques, qu'il y a un côté qui est très réalisme magique aussi, donc les événements historiques se mêlent à une narration très puissante qui va puiser dans un fond mythologique. Et surtout, tous les lecteurs ont été fascinés par le foisonnement du texte. Vous voyez, c'est vraiment un texte, quand on plonge dedans, en effet, on est déjà happé vraiment par la langue. La richesse du vocabulaire qui traduit notamment avec force une faune et une flore débordantes. Et l'originalité de l'ouvrage tient avant tout à son écriture, je cite, où le réel est transcendé par l'épique et le fantastique. Alors, l'expert qui a jugé la traduction l'a jugée remarquable et irréprochable, en soulignant le travail qui restitue avec brio la richesse linguistique et le foisonnement des images, le travail sur les rythmes et les sonorités. Voilà. Et donc, malheureusement, Pierre Monglime n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais voilà. Marie ? Oui, alors moi je vais commencer par vous parler d'un ouvrage, et malheureusement aussi Chloé Billon, qui a été la deuxième lauréate de ce prix d'ailleurs, n'a pas pu être avec nous pour des raisons professionnelles. Et donc il s'agit d'un roman que je trouve aussi... on m'entend pas bien ? C'est mieux là. C'est mieux ? Bon. Un roman dont je pense que c'est vraiment un très grand texte. Son auteur est mort depuis, donc malheureusement on ne pourra plus lire de texte de lui. C'est un roman qui est vraiment extrêmement difficile à résumer, dans la mesure où on n'a pas une vraie intrigue, je dirais. Donc difficile de résumer ce livre qui se présente dès ses premières pages comme une traversée de la Save, qui est donc un affluent du Danube. Et on a, au tout début, on se dit, on a une impression plutôt de linéarité du temps, et très vite on se rend compte que c'est pas du tout ça. Rien n'est linéaire, et au contraire c'est extrêmement tortueux. Et donc son roman, comme son narrateur, nous fait dériver en bateau au fil d'allers et retours qui sont aussi une réflexion tout en méandre sur sa vie et le sens ou l'absence de sens de la vie d'ailleurs, illusoirement compensé entre guillemets par l'abus d'alcool, l'abus de drogue, etc. etc. C'est aussi la quête d'un père dont on comprend dès le début qu'il est sans doute mort d'ailleurs. Et puis c'est l'histoire de l'ex-Yougoslavie, mais aussi des Balkans, avec la guerre, la désagrégation qui a suivi et la fin d'une certaine humanité, la fin aussi de l'amitié. Donc Ton fils Huckleberry Finn est une plongée par analepses diverses
dans les souvenirs du narrateur, son bateau, qu'il appelle la coccinelle de la Save, sa vie qui se partage entre la Norvège, où il est pendant un certain temps interprète, et la Bosnie, un périple surprenant sur le Danube vers la mer Noire, un périple non abouti, la femme qu'il aime, sa chérie, et qui a rompu avec lui, les relations difficiles avec sa mère, et les relations encore plus difficiles, plus compliquées avec le daron, comme il l'appelle, revenu d'Australie où il avait émigré. Il nous livre également les réflexions sur la géographie de la Save, avec un vocabulaire sur la faune aussi, et la flore qui est extrêmement fouillé, et là, bravo à Chloé Billon, sur les noms que choisissent des exilés pour nommer leurs bateaux, pour leurs restaurants, sur la Norvège, sur ses habitants, la culture, sur Borges aussi, et les écrivains qui l'ont marqué. Bref, c'est un grand texte qui ne laisse pas son lecteur indemne, là non plus, je dirais, et dans lequel le tragique et la dérision vont toujours de pair, ce qui caractérise assez souvent d'ailleurs, même si je n'aime pas les généralités, les écritures des écrivains dans les Balkans, avec des scènes hyper réalistes et des scènes extrêmement loufoques, voire déjantées, et puis des thèmes que l'on retrouve dans plusieurs autres littératures balkaniques, mémoire du passé qui est omniprésente, conditions féminines dans des sociétés assez patriarcales, stéréotypes du vrai mal, communisme, post-communisme, intolérance vis-à-vis de l'autre, qu'il soit musulman, qu'il soit homosexuel, etc., etc. Mais dans l'ex-Yougoslavie, il y a aussi quelque chose de plus, la guerre et ses séquelles, les haines entre Serbes, Croates et Bosniens, dont on sent qu'elles sont encore tenaces. L'écriture est volontiers crue et argotique. Elle fait la part belle au corps aussi, au désir, au sexe, à la vieillesse. C'est un registre dans lequel Chloé Billon, je crois, excelle d'ailleurs. La traduction nous emporte et nous porte jusqu'au bout, nous faisant entendre les tonalités différentes de ce texte. Et surtout, si j'ai pu en faire la lecture que je viens de vous faire, si ce texte m'a autant bouleversée, je n'oublie pas, contrairement à la grande majorité des critiques qui louent une écriture, celle du texte original, bien évidemment, que moi je l'ai lu dans la traduction de Chloé Billon. Je n'oublie pas que, comme l'a dit Édouard Glissant, la traduction est art de la fugue, et que donc j'ai aimé la fugue qui s'est jouée entre, d'une part, l'écriture de Bekim Sejranović en croate et l'écriture de Chloé Billon en français. Et j'ai oublié de vous dire qu'effectivement, l'auteur, c'est donc Bekim Sejranović, paru aux éditions Intervalle en 2020. J'étais un petit peu longue peut-être. Un peu, oui. Quand on aime, on ne compte pas. Mais je n'en attendais pas moins de vous deux. Hein. Niki, qui au passage d'ailleurs veut dire victoire en grec. Donc Niki, paru aux éditions Viviane Ami en 2020 et traduit par Marie-Claire Fauvin, donc qui est avec nous ce soir. Eh bien, ça commence par Niki, donc une vieille dame, Niki Arnaus, qui vient de mourir. Donc c'est une morte qui nous parle, ce qui est assez original. Et de là où elle se trouve, sa position lui permet de prendre de la hauteur et de revoir donc sa vie et celle de ses parents. C'est donc à une autobiographie post-mortem, on peut dire, que nous convie ce roman, qui est mené à la première personne du singulier par un jeu au caractère extrêmement affirmé. Moi, j'ai lu d'une traite d'ailleurs ce texte, pourtant il fait quand même, vous voyez, à peu près 500 pages, qui mêle extrêmement étroitement l'histoire d'une famille et d'une vie, donc celle de la jeune Niki, fille de communistes plus que engagée et plus que convaincue, dans un pays et à une époque où cela veut dire arrestation, camp, danger, persécution, etc., torture même. Avec l'histoire violente de la Grèce, et j'ai découvert beaucoup de choses, même si je suis traductrice du bulgare et que la Bulgarie est voisine, mais c'est un pan de l'histoire qui est très différent. L'histoire donc violente de la Grèce, de la dictature de Métaxas des années 1930 à 1957, mais aussi tous les déplacements qu'ont connus les Grecs du fait des vicissitudes de l'histoire entre Asie mineure, Grèce, Égypte, États-Unis. J'ai découvert donc des pans que je connaissais mal de l'histoire grecque, l'occupation nazie, la résistance, les collaborations, les collaborateurs, la terrible guerre civile dont les stigmates ont laissé de profondes blessures mal cicatrisées, aussi bien dans la vie politique que dans la société d'aujourd'hui, semble-t-il. Particulièrement saisissantes, je crois, sont les nombreuses années que les parents de Niki et l'adolescente vivent dans la clandestinité, notamment 7 ans de confinement, nous on n'en a vécu que 2 et on sait ce que c'est, entre 4 murs dans une masure. C'est un superbe portrait féminin qui se dévoile avec beaucoup de finesse et beaucoup d'humour, voire d'ironie, porté par une traduction qui rend très bien justement les divers registres et les tonalités,
sans les lisser, sans les gommer, par un péritexte aussi très opportunément choisi pour un lecteur qui ne connaît pas tout ce pan d'histoire pourtant européenne. Je rappellerai d'ailleurs que si le roman a obtenu un an après sa parution en français le prix du livre européen, je pense que la traduction de Marie-Cécile Fauvin y a certainement contribué, comme le signale d'ailleurs notre expert, qui a mis en perspective les deux textes et qui a souligné la grande qualité de cette traduction. À moi de poursuivre avec les trois derniers. Donc le premier texte dont je vais vous parler, c'est Certifié conforme, histoire de Diyarbakir, de l'auteur turc Murat Özyashar. Alors turc, non, en fait c'est plutôt un auteur kurde d'expression turque. Le texte a été traduit par Sylvain Cavaillès. Il a aussi été édité par Sylvain Cavaillès, qui anime les éditions Contre. Alors, on sait, et je pense que c'est revenu un certain nombre de fois ce week-end, que le traducteur ne se contente pas forcément, n'est certainement pas un opérateur technique, mais un opérateur sensible déjà dans le travail de traduction, de passage d'une langue à l'autre, mais aussi en tant que porteur de projet et porteur de texte, dénicheur, défricheur. Et Sylvain nous confiait après la rencontre de présentation de 5 des traducteurs qu'il y a eu une semaine et demie que lui ne voulait absolument pas être éditeur. Mais bon, finalement, quelques années après avoir exprimé le souhait de ne pas l'être, il a une maison d'édition dans laquelle il publie les textes qu'il a repérés. C'est un recueil d'articles, de nouvelles, de textes de cet auteur qui va parler. On commence par un premier texte qui va parler en fait de son problème de langue en fait, et du fait que cette personne, cet auteur, est coincé entre deux langues, et que le fait qu'il soit kurde, mais de Turquie, que la situation politique soit complexe pour le moins qu'on puisse dire, voire parfois d'une très grande violence dans la rue, fait que son rapport à la langue est assez bouleversé, et il va décrire la manière dont finalement il a l'impression de ne pas complètement, pleinement parler turc, ni l'écrire, ni pleinement, ni écrire non plus le kurde, et que c'est dans cette espèce d'espace entre les deux langues que sa conscience d'écrivain et son écriture va se développer. À partir de ce premier texte qui parle de la langue, il va dérouler un certain nombre d'histoires qui vont faire la part belle soit à des réflexions philosophiques, soit à des scènes de rue, des réflexions aussi politiques sur la vie telle qu'elle se déroule à Diyarbakir. La traduction, en fait, on est encore une fois devant ces textes où l'expert n'a rien trouvé à redire à la traduction. Ils ont beau pinailler et regarder, ils ne voient rien qui cloche. Il y a eu vraiment un avis très, très positif. Moi, ce que j'ai trouvé en tant que lecteur, donc sans connaître la langue source bien sûr, ça me semble très difficile et très délicat de parler, de transcrire la parole de quelqu'un qui parle justement de sa position intermédiaire entre deux langues, et d'arriver à restituer avec justesse ça en français. Et ce que je peux dire de la traduction de Sylvain Cavaillès, c'est qu'elle est déjà extrêmement poétique. Elle restitue la grande poésie, la grande élégance de la langue de Ziachar, sans partir dans de grandes circonvolutions, mais toujours en étant extrêmement simple, extrêmement abordable. Donc ça fait partie de ces textes qui peuvent parler de processus, de phénomènes extrêmement complexes, dans des conditions, dans des terreaux, dans des terroirs culturels qui sont éloignés de nos réalités françaises, et le restituer et le rendre appréhensible pour un lecteur français avec une grande clarté. Petite précision, parce que ça va avec le livre aussi, les nouvelles ont été illustrées par le dessinateur, qui est un dessinateur de presse dont on peut retrouver les dessins dans Libération, Selçuk Demirel, et ça forme vraiment un tout. Le livre a été pensé, les illustrations répondent véritablement au texte. Voilà, ça c'est le premier. C'est le 5e. Il y a aussi une spécificité du prix qui n'est pas faite exprès, mais qui se retrouve. C'est un certain appétit pour les très gros livres au prix de traduction de l'INALCO, ce qui fait qu'on cavale un peu pour lire les bouquins pour pouvoir préparer les prix. Alors, je vous donne une petite anecdote. Il y a 3 ans, elle me donnait les textes début septembre pour préparer la rencontre fin septembre. Et donc, j'avais 1500 pages à lire en 3 semaines. C'est pour ça qu'elles m'ont fait rentrer dans le jury, pour que j'ai les textes en juin.
Et donc le texte suivant est le roman Ret Samadhi, Au-delà de la frontière, de l'autrice Getanjali Shri. C'est un texte traduit du hindi par Annie Monto, qui a gagné l'International Booker Prize en 2022 et qui a été publié en France par les éditions des femmes Antoinette Fouque. Donc comme vous voyez, c'est assez épais et ne vous y trompez pas quand on ouvre le livre. En plus, c'est écrit encore 8 sur des pages extrêmement développées. Et c'est très bien parce que ça permet réellement à la grande poésie et à la grande fluidité de narration de Getanjali Shri de se déployer. Difficile de résumer ce texte tellement c'est un texte univers où il y a énormément de choses qui sont dites. Je vais vous donner le point de départ et puis vous découvrirez ça parce que bien évidemment vous allez acheter toute la sélection dans la foulée et vous empresser de les lire. Ça commence par une histoire familiale. Le père de famille vient de décéder, très âgé. Son fils est un fonctionnaire, un haut fonctionnaire qui est proche du moment de la retraite. Et au moment de la mort du père, la mère de famille décide se couche en fait, n'a plus d'énergie, regarde le mur. Et pendant quasiment toute la première partie du livre, elle va regarder le mur et d'une oreille, on pourrait imaginer, elle entend toute la vie de la famille autour, la vie de ce fonctionnaire qui va partir à la retraite et perdre ses droits à son logement de fonction, à sa voiture de fonction, et donc changer de vie, peut-être partir pour un cadre de vie plus modeste. Et puis de la fille aussi qui a quitté la maison familiale, qui a décidé de complètement s'émanciper, qui a une vie un peu bohème, elle écrit, elle décide d'être indépendante, elle n'est pas mariée, elle n'est pas tributaire d'un homme, elle refuse un peu la structure familiale, donc bon, là, son frère et sa belle-sœur critiquent souvent sa manière d'être. Et tout ce petit univers va tourner autour de la grand-mère en essayant de la faire réagir. Et on va avoir droit à un portrait à la fois extrêmement drôle, mais également parfois assez critique de la manière dont les structures sociales et familiales s'organisent. Je trouve que la force de cette première partie, c'est qu'elle est très critique, bien évidemment, mais en même temps, Getanjali Shri présente ses personnages avec une incroyable affection pour eux. Et puis, finalement, il va se passer tout un tas de choses. La mère va reprendre vie d'abord d'une façon extrêmement surprenante en restant dans le lit. Et puis, elle va faire une fugue. Et à terme de la fugue, comme le déménagement est arrivé, elle va emménager chez sa fille indépendante. Et là, on va avoir un changement de paradigme, puisqu'on n'est plus dans la structure familiale, on est chez la femme indépendante. Et une femme qui n'a jamais été indépendante et qui n'a pas connu ce contexte indépendant va débarquer chez la fille qui s'était un peu libérée de tout ça. Et il y a une opposition et quelque chose d'assez touchant dans la manière dont la fille a envie de reconnecter avec sa mère, et en même temps, elle perd de fait son indépendance. Et puis là, un personnage va sortir, pas tout à fait de nulle part, puisqu'il arrive progressivement, une femme transsexuelle qui va devenir extrêmement amie avec la grand-mère, et toutes les deux vont commencer à changer de vie ensemble, évoquer des projets, énormément de choses, jusqu'à ce qu'un événement à la fois fatal et en même temps déclencheur enchaîne la troisième partie du roman, dont je ne dirai rien pour l'instant. Alors, c'est un texte extrêmement foisonnant, riche. L'autrice déploie plusieurs styles. Il va y avoir 2 ou 3 pages magnifiques sans aucune ponctuation qui vont déployer un style lyrique. Il va y avoir un recours aux légendes, aux histoires traditionnelles. Il va y avoir à la fois un portrait social, un livre qui va rappeler un certain nombre un long passage qui va rappeler un certain nombre d'événements historiques. Voilà, donc c'est tout ça qui conduit à faire que là encore, on a eu un expert qui n'a rien trouvé pour pinailler de problématiques, sauf que lui, le pauvre, a eu droit à une lecture ligne à ligne de ces 400 pages bien denses et bien serrées. Dernier mais non des moindres, un roman traduit du finlandais par Sébastien Cagnoli. Annie Monto est présente également dans la salle, et Sébastien Cagnoli, dont je vais parler, est présent dans la salle. Antti Ronka, Sans toucher terre. Là, c'est un très jeune auteur. C'est un très jeune auteur finlandais. C'est un premier roman paru aux éditions Rivage, et on va suivre un
un jeune homme qui débute sa vie d'adulte, il est à l'université, et on comprend dès le début du roman qu'il a des grosses difficultés d'adaptation avec son environnement, avec ses camarades. Il se juge énormément, il passe énormément de temps à s'accabler de noms d'oiseaux lui-même devant son miroir, à s'auto-analyser et à dénicher un peu toutes les failles qui l'animent. Et on va comprendre très rapidement dans le roman qu'il a été victime de harcèlement scolaire très jeune, et que ce harcèlement a complètement brisé sa capacité à se voir lui-même et à s'apprécier lui-même. Donc c'est plutôt un roman... c'est pas vraiment un roman initiatique, mais disons que c'est un parcours sur soi-même, en tout cas sans toucher terre, qui emprunte énormément d'éléments biographiques à la vie de Antti Ronka. Donc, quand on en a parlé avec Sébastien Cagnoli, il soulignait aussi que c'est un roman qui a eu un fort impact en Finlande, parce que, disons que la critique sociale est souvent assez peu affichée dans la littérature, et là, il y a quand même vraiment quelque chose comme de l'ordre d'une remise en cause d'une société qui se tait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est l'un des points majeurs de ce roman, c'est l'absence, l'impossibilité de dialogue entre ce jeune garçon et notamment son père, et la rupture familiale que le silence va provoquer. Encore une fois, nous avons eu une restitution de rapports assez dithyrambiques sur la qualité de la traduction donnée. Alors je sais que Sébastien était assez ému d'être dans la sélection, parce qu'il faut savoir là que Sébastien a été ingénieur avant de devenir traducteur. C'est pas des études de langue qui l'ont mené là, mais on a des traducteurs sur cette sélection qui ne sont pas de formation initiale dans la langue dans laquelle ils traduisent, ou qui ont une autre activité à côté, qui se sont mis à la traduction peut-être un peu plus tardivement dans leur parcours. Et je trouve ça très intéressant aussi de ce que ça dit des langues pratiquées à l'INALCO, où on a d'excellentes formations et désormais un master de traduction littéraire en place, mais que ça vient aussi d'une impulsion et d'une passion pour les langues et pour les littératures, qui vont amener ces traducteurs à faire ce qu'ils font, à aller dénicher des textes et à aller les promouvoir au-delà. Ce qu'on notera sur la traduction, ce que j'ai noté moi en tant que lecteur, c'est la grande vivacité de la voix du narrateur, de Sans toucher terre. C'est un exercice assez compliqué, parce qu'on pourrait assez rapidement faire face à un personnage extrêmement irritant, mais c'est dans le portrait psychologique et la manière dont il est restitué par la langue que le roman fait vraiment une grande partie de son intérêt, avec ce personnage auquel finalement, malgré son espèce de détestation de lui-même qui pourrait être assez repoussoire, on s'attache et l'on va suivre dans une espèce de quête, non pas de rédemption, mais peut-être d'apaisement. On ne va pas tarder de révéler qui, parmi les traducteurs et traductrices, a eu le prix. Avant de révéler le nom du lauréat 2022, je voudrais appeler pour remettre le prix... Mathias Hénard, qui est dans la salle et qui va remettre le prix. Applaudissez-le, oui. Bonjour Mathias. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste pour vous dire, on n'a pas profité du fait que Mathias faisait un grand entretien après. Enfin, si, on a complètement profité du fait que Mathias était là pour un grand entretien derrière. Mais il semblait assez évident de lui proposer de remettre le prix pour au moins 2 raisons. Puisque Mathias, tu as été élève, si je ne me trompe, de l'INALCO. Tu as fait un passage à l'INALCO. Ah oui, c'est même ma seule université. C'est là que j'ai appris à peu près tout ce que je sais. Donc, j'étais fort heureux qu'on me propose de... pas d'y retourner à l'INALCO, mais en tout cas de remettre ce prix, puisque j'ai été étudiant d'arabe et de persan pendant de longues années à l'INALCO, avant même la construction du merveilleux siège du 13e arrondissement, dans lequel vous avez la chance de professer aujourd'hui. Et une autre raison, c'est que... au-delà de ces études, et avec ta carrière d'écrivain de langue française, tu gardes un grand appétit de lecteur pour un certain nombre de langues qu'on pourrait dire minorées ou rares, ou en tout cas un intérêt pour un certain nombre de zones géographiques et de cultures, dont d'ailleurs tu vas infuser aussi dans tes romans un certain nombre de choses. Oui, c'est sûr, c'est vrai que puisque j'ai étudié l'arabe et le persan, évidemment, toutes les langues du Moyen-Orient. Peut-être que je suis plus attentif à une traduction qui se publie depuis ces régions-là. Mais aussi, c'est vrai que les Balkans sont aussi chers à mon cœur et que forcément,
je lis très volontiers, justement parce que je ne suis pas capable de lire ni en serbe, ni en croate, ni en macédonien ou en bulgare. Et donc, bien évidemment, les traductions sont pour moi extrêmement importantes. Et je lis, moi, pas très fréquemment, effectivement, des ouvrages traduits de langues qui sont peut-être pas forcément aussi présentes qu'elles devraient l'être. Bon, bien sûr, on voit tous que la question de la traduction est très liée évidemment à celle de l'édition. Vous notiez tout à l'heure que parfois on est même obligé de faire des maisons d'édition pour publier les textes qu'on a envie de traduire, ce qui est un peu le monde à l'envers quand même. Mais c'est malheureusement le cas. C'est-à-dire que, et encore en France, on est assez privilégié de ce point de vue-là, et on a quand même la chance de pouvoir lire des textes traduits de très nombreuses langues, ce qui n'est pas du tout le cas malheureusement dans beaucoup d'endroits en Europe. Et même, il est très difficile, par exemple, de trouver des traductions croisées. Cet auteur finlandais, par exemple, est-il traduit en espagnol ou en bulgare? Rien n'est moins sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des questions de centre et de périphérie, et dans les circulations des textes et des langues. La France reste quand même un centre pour l'édition qui traduit énormément. Le Royaume-Uni peut-être beaucoup moins, la Hollande encore beaucoup, l'Allemagne, l'Espagne peut-être moins pour certaines régions, peut-être plus pour d'autres, et ainsi de suite. Donc il y a quand même une espèce de carte extrêmement passionnante et intéressante à étudier, de voir où on traduit quoi, et de voir comment ces flux sont finalement aussi commerciaux qu'ils sont peut-être aussi géopolitiques. C'est assez passionnant de toute façon de suivre tout ça. Voilà, et le prix essaie de promouvoir quelque chose dans la deuxième étape, parce qu'une fois que le livre est traduit, encore faut-il trouver un lectorat pour ce livre, et c'est là où effectivement le flux commercial devient fondamental. Et ben, sans plus attendre, oui, en attendant un peu plus. Je voudrais simplement me permettre, puisque Mathias Sénard a pris le persan à l'INALCO, que nous disions quelques mots sur Christophe Balaï. Oui, tout à fait. Effectivement, on a eu la grande douleur d'apprendre le décès de Christophe Balaï cet été, qui était un des grands professeurs de persan, mon professeur par ailleurs, spécialiste de littérature persane contemporaine, qui était aussi un passionné de traduction, un grand traducteur lui-même. Je me souviens d'avoir traduit avec lui à Téhéran dans des séances de traduction collective de la poésie contemporaine persane, qui était une expérience assez magique, parce qu'il adorait non seulement traduire, mais aussi partager, discuter sur des questions de traduction, et tel choix plutôt que tel autre. Et il avait animé d'ailleurs à l'abbaye de Royaumont plusieurs séances de traduction du persan. C'était vraiment quelqu'un qui était extrêmement investi, et même depuis qu'il avait quitté l'ENALCO, il y a maintenant presque une dizaine d'années, non un peu moins, en 2014, il avait continué bien sûr à traduire, et traduire normalement aussi beaucoup de littérature persane, iranienne et afghane contemporaine. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, j'ai été très, très touché d'apprendre son décès, parce que c'est quelqu'un qui a aussi énormément compté pour moi personnellement. Mon roman Boussole, par exemple, lui est en partie dédié, puisqu'il raconte quelques histoires de Téhéran au moment où nous y étions ensemble, alors qu'il était le directeur de l'Institut français de recherche en Iran, à Téhéran, donc autour des années 2000. Merci. Et donc, sans plus attendre maintenant. Alors non, je voulais vous raconter avant que... Alors je sors... Alors c'est la première fois que je fais ça, mais... Et vous voyez, donc il y a une enveloppe, comme toujours dans les bons prix, on sort un nom d'une enveloppe. Mais c'est une enveloppe recyclée, parce qu'il faut se serrer la ceinture maintenant. Voilà. Et donc, le prix de la traduction de l'INALCO 2022 est attribué à Annie Monteau pour sa traduction du hindi de Red Samadhi, Au-delà de la frontière. Annie, si tu veux bien nous rejoindre sur scène. Ah, mais je voudrais chasser personne de sa place. Et vous? Mon diplôme?
c'est passé. Alors, voilà, juste pour dire quelques mots, vous l'aurez compris, mais les rapporteurs ont été... en fait, ça n'aide pas parce que quand on reçoit cet excellent rapport de rapporteurs sur cette excellente traduction, il a fallu choisir. Et peut-être pour dire juste un mot, effectivement, parmi je pense que le critère discriminant, c'est aussi que Annie, tu as pendant des années essayé d'amener la littérature indie en France, en traduction française, et on en parlait, mais un grand nombre des projets qui ont pu être accessibles aux lecteurs français, on te les doit ou on les doit à des gens qui t'ont côtoyé. Et donc je pense que c'est ça qui a fait la micro-bascule qui fait que le prix te revient, en dehors de la traduction incroyable de ce texte monstre dont tu vas nous dire quelques mots aussi. Bien évidemment. Mais donc, comment ce texte, Red Samadi, t'arrive déjà? D'abord, je voudrais remercier l'INALCO, VOVF. Vraiment, je suis très très heureuse de recevoir ce prix. Largement, plus que pour moi, pour la littérature indie, parce que c'est vrai qu'elle est très oubliée. La littérature indienne est relativement bien connue maintenant, c'était peut-être pas le cas il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est une mode, hein. Mais par contre, c'est la plupart du temps celle qui est traduite de l'anglais qu'on connaît, et je me suis souvent amusée dans des séances grand public, présentation de la littérature indienne, de poser la question, vous avez lu qui? Oui, on sait, ouais. Il y a truc, il y a machin. Eh bien, jamais on a prononcé un autre nom d'auteur qu'un anglophone. Une autre chose aussi, c'est quand même la qualité de ce roman extraordinaire. Parce que je ne pense pas que le traducteur il puisse faire un vrai travail d'écrivain à partir d'un livre quelconque. Et ce livre, pour vous donner juste une idée de la révolution scripturale, comme on disait dans les années 70, qu'il représente, c'est que tous les critiques littéraires indies, mini-monde, hein, confinés dans le entre-soi en Inde, parce qu'en Inde, la situation est pareille, il n'y a pas que le hindi, il y a plus de 20 langues officielles, hein, parlons pas de celles qui ne le sont pas, mais dans ce petit monde aussi, qui filtre assez peu, dans le reste du monde indien non indiophone, eh ben, on a dit, ah ben maintenant, cet auteur, elle a accompli une telle chose qu'elle ne peut plus écrire. Donc on lui offrait en gros le choix de mettre fin à sa carrière, de se suicider, de changer de métier, enfin ce qu'elle voulait. Ce qu'elle ne va pas faire, bien sûr, mais c'est vous dire qu'on ne voit pas comment elle peut aller plus loin dans la trajectoire d'écriture qu'elle poursuit, je le dis quand même au passage, depuis un bail. Parce qu'on la découvre parce qu'elle a eu le Booker, mais c'est quelqu'un qui écrit depuis 40 ans. C'est pas une vieillarde hein, comme moi, mais elle n'est pas jeune non plus. Et ce livre-là, dans le style, pas seulement dans le style, comme Julien a un peu parlé des deux premières parties, il représente quelque chose d'extrême. Et en effet, il va falloir qu'elle change. Je ne sais pas ce qu'elle va faire maintenant. Alors, je n'ai pas répondu à la question. Comment il m'est arrivé dans les mains? C'est pas grave. D'abord parce que j'ai traduit d'autres livres d'elle et que chaque fois que je vais en Inde, je me tiens au courant. Et c'est vrai que j'ai tendance à choisir que des choses qui me plaisent. Donc, pas forcément des écritures qui représentent des extrêmes ou des expériences de style. Expériences de style, oui, mais pas forcément dans la luxuriance, ni le chahutage de la syntaxe, parfois aussi de la morphologie, la phonétique chez elle. Il y a énormément d'onomatopées qui ne sont pas enregistrées dans la langue, hein, en plus de celles qui le sont. Mais quand j'ai traduit Nirmal Verma, c'était un de des premières traductions. C'est un type très très connu. Alors lui, c'est l'auteur indie à succès des années du début du millénaire, on va dire. Mais c'est pareil, il est devenu l'auteur à succès après avoir été inconnu pendant 40 ans. Et celui-ci a une écriture, je dirais certainement pas blanche, comme je suppose le tchèque, mais non, je me suis trompée. Ouais. En tout cas, il a une écriture qui y a peu d'histoire,
Et par contre, il y a beaucoup de musicalité, mais il n'y a pas un vocabulaire particulièrement riche. Bon, tout ça, c'est l'opposé de celui-ci. Et voilà pourquoi il m'est arrivé dans les mains, c'est parce que je l'ai trouvé extraordinaire et que je lis ce qui se fait, pas tout, hein, c'est pas possible, mais je feuillette un peu tout et je lis quand même pas mal, voilà. Et, et puis c'est tout sur comment il m'est arrivé dans les mains. C'est déjà pas mal. Non, mais oui, pour aller dans ton sens, il y a une musicalité qui se dégage dès les premières pages du texte et qui est très puissante dans ce roman. Par rapport au résumé que j'en ai fait, des choses à redire ou des choses que j'aurais omises ou qui t'intéressent Bah, le titre, hein, parce que déjà, il y a deux éléments. Ça s'appelle quand même en français « Au-delà de la frontière ». Et il n'a pas parlé de frontière, le monsieur. Je m'en suis bien gardé. Ah oui, tu voulais me le laisser. Ouais, bon, donc, il y a ça. Et puis, il y a le titre Indie. Alors, certains qui m'ont entendu et l'ont entendu aussi, parce que la remise du Booker, du International Booker Prize, ça s'est accompagné d'un assez long discours de remerciement qui était une conférence et dont une bonne partie était consacrée au contenu du livre et aussi à l'éclaircissement du titre. Il ne veut rien dire en français, sauf pour ceux qui connaissent un petit peu l'Inde. Puis-je me permettre de faire une petite correction sur ta prononciation. En fait, l'auteur, elle s'appelle Gitanjali. Et tout le monde connaît la Gita, la Bhagavad Gita. C'est le même mot. Hein, voilà. Enfin, c'est la même base. Et donc, ceux qui se fréquentent un petit peu ça pour des raisons X, parce qu'ils s'intéressent à l'Inde ancienne, parce qu'ils font du yoga, ils savent ce que veut dire samadhi, qui est déjà un mot pas simple, parce que ça veut dire à la fois une pratique de méditation, les procédés employés pour accéder à un état de conscience supérieur. Et donc c'est déjà plusieurs sens en soi, hein, la pratique, l'objectif, et puis les procédés mis à disposition ou mis en œuvre pour. Et puis c'est aussi le nom d'édifices concrets, c'est des architectures, de bâtiments construits, un petit peu comme des sanctuaires, mais réservés à... C'est hindou, c'est un concept hindou, et puis les samadhis, mais il y a tous ces sens. Et le titre anglais retient le dernier. En anglais, ça s'appelle Tomb of Sand. Alors qu'à l'intérieur du roman, il n'en est jamais question de ces samadhis réels, qui sont des tombeaux, d'ailleurs évidemment pas de sable, mais de pierre, des cénotaphes. Et un peu comme des sanctuaires, si vous voulez. Et l'autre mot, il y a deux mots, rit, samadhi, et l'autre mot veut dire sable. Et alors là, les Indiens aussi sont perdus. Son mari aussi, qui la suit, hein. Jusqu'au dernier moment, on lui demande, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Parce que le samadhi de sable, on ne comprend pas. Le samadhi ordinaire, en tant que pratique et de travail pour obtenir cet état de conscience supérieur, le plus courant, c'est dans les grottes, c'est dans l'enfermement, dans un vœu de silence ou dans un ashram, éventuellement dans l'eau, c'est plus rare, mais dans le sable, on n'avait jamais entendu. Et c'est là que le titre prend son sens, c'est que ça existe, d'une part, elle le dit à plusieurs moments, mais ça vient comme ça au bout de 100 pages, puis 200 pages plus tard, ça revient à propos de vestiges qui ressortent. Et c'est jamais n'importe quel vestige, ça peut être des statues du Bouddha, qui ressortent du sable, de fouilles archéologiques, ou bien après des bombardements, ça c'est une allusion à ce qui s'est passé en Afghanistan, Banyam. Et en outre, je ne sais plus où j'en étais, donc je change de phrase, ce problème du sable n'a pas que la fonction d'accompagner le samadhi, encore que on peut se poser des questions, mais le plus clair rôle du sable, il arrive à la fin. Là, déjà, il y a des petites méditations dans le sable de la vieille qui est partie au Pakistan. C'est quand même le pays non seulement à côté, mais ennemi. Enfin, traditionnellement ennemi, et périodiquement ennemi plus chaud, périodiquement plus tiède. Donc elle part pour, croit la fille, retrouver les traces
de cette transgenre dont il vous a parlé, qui s'appelle soit Rosie quand elle est en version femme, aide-soignante, soit Raza quand elle est en version homme, tailleur. Cette Rosie va et vient régulièrement au Pakistan. Elle est hijra. C'est pas exactement comme les transgenres parce que c'est traditionnel. Tout ça. Nous, transgenres, c'est un mot nouveau. Là, c'est une catégorie traditionnelle de la société, pas forcément équivalente à nos castrats, mais qui a toujours existé et qui a toujours eu très mauvaise réputation, tout en étant craint. Et ceux-là, ils n'ont pas de papier d'identité, pas de passeport, et du coup, c'est vrai, ils passent les frontières plus facilement, mais ils ont aussi beaucoup de problèmes. Et entre autres, elle se fait assassiner, elle ou lui se fait assassiner sauvagement. Ça fait la fin de la deuxième partie. Après cet assassinat, la vieille dame qui a perdu sa garde, son aide-soignante et sa grande amie, tout le monde croit qu'elle veut aller retrouver ses traces au Pakistan. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que, en fait, c'est sa propre vie. Qu'elle-même a fui le Pakistan quand elle avait 20 ans ou 18 ans, jeune mariée et épouse d'un musulman. Et en fait, son obsession, c'est d'essayer de retrouver ce premier mari musulman. S'il n'est pas mort, on n'en sait rien. La rencontre finale se passe dans le Khyber et effectivement, ils se retrouvent. Donc, des frontières, on en passe sans arrêt. La première qu'elle avait passée, c'est là le premier sens de sable. Disons, c'est celui qui prend le plus de plages en nombre, pas de jeu de mots, j'ai pas fait exprès, de caractères dans le bouquin. C'est la première traversée quand elle avait 18 ans, parce que c'est un ouragan de sable qui engloutit ces fuyantes, des gamines, une petite fille de 4 ans ou 5 ans, et cette jeune femme de 18 ans. Après, on apprend que la petite fille de 4 ans, c'est Rosie Raza. Et cet ouragan est vécu en 3 épisodes. Dans la deuxième partie, c'est très onirique, mais pas que. Enfin, il y a cette réalité du sable. Et puis, il y a toutes les frontières d'âge. La vieille qui se retrouve dans un corps qu'elle découvre comme une adolescente. De genre, on en a parlé. De pays, beaucoup. Puisque Inde, Pakistan, c'est un élément très constitutif. Certains l'ont considéré comme un livre sur la partition literature. Et je voudrais vous dire aussi que c'est un livre qui a beaucoup d'ennemis, parce que, justement, parce qu'il dit des choses sur la frontière, pas du tout dans l'ère du nationalisme montant de part et d'autre, mais tout à fait dans son opposé. Il y a eu une manifestation interdite, une conférence qu'elle devait faire avec son bouquin, une lecture boycottée. Aujourd'hui, disons dans les mois qui précèdent. Donc c'est un livre qui prend des risques pour nous parler de frontières. Merci beaucoup Annie. On va clôturer cette rencontre avec une lecture par Claude Mochidlover d'un extrait de Red Samadhi, Au-delà de la frontière. Ce sont les 2 premières pages, je crois, Claude. Oui. Tout à fait, voilà, les 2 premières pages. Et on va... Excusez-moi. Oui, je change de micro. Non, je ne sais pas. Une histoire va se raconter. Ce sera une histoire en même temps complète et incomplète, comme il en va des histoires. C'est une histoire intéressante. Il y a une frontière et des femmes qui viennent, s'en vont, traversent tout du long. Une frontière et des femmes. Et l'histoire se fabrique toute seule. Même, il suffit de la femme. C'est une histoire, un déclic. Après, l'histoire s'envole au vent qui souffle, à l'herbe qui pousse, poussant le corps à prendre le vent, et le soleil aussi, quand il se couche, il allume les myriades de bougies de l'histoire à foison pour les piquer contre les nuages, et tous, ils se joignent à la balade. Le chemin va sa vie, à droite et à gauche, il tourne et vire, comme s'il ne voyait pas pourquoi s'arrêter, et tout, n'importe quoi, tout se met à raconter des histoires.
passé surgit des entrailles du volcan, s'épaississant silencieusement, l'emplissant, gonflé à éclater de vapeur, de braise, de fumée. Dans cette histoire, il y avait 2 femmes, à part les autres, celles qui sont venues et reparties, ou celles qui sont passées régulièrement, et celles aussi qui étaient là quasi en permanence, mais n'étaient pas essentielles, sans parler pour le moment des personnes qui n'étaient pas des femmes. Voilà, pour cette fois, il était une fois 2 femmes essentielles, l'une qui devenait de plus en plus petite et l'autre de plus en plus grosse avec l'âge. Il y avait 2 femmes et une mort. 2 femmes, une mort. Le mélange prendra vraiment quand on se retrouvera tous, nous et elles, ensemble. 2 femmes, une mère, une fille, l'une qui rapetisse, l'autre qui grossit, l'une qui dit en riant « Je me rapetisse tous les jours un peu plus », l'autre qui s'en attriste mais ne dit pas qu'elle voit bien qu'elle vieillit de jour en jour. Maman a arrêté de porter le sari parce qu'il lui faut en rabattre plus de la moitié dans la ceinture et remonter le jupon un peu plus chaque jour. Mais est-ce qu'en rapétissant, on acquiert la vertu féline de s'introduire dans un boyau et d'en sortir, trouer la frontière et se faufiler à travers, révéler une aptitude à se rendre quasi invisible? Cela doit être pour cette raison que maman réussit à passer de l'autre côté de la frontière, alors que la fille enferrée dans son angoisse gâteuse ne voyait que la galère où elles étaient. Mais peut-être la plus petite était-elle innocente quand elle refusait opiniâtrement d'assumer la moindre faute, qu'il s'agisse de l'affaire de l'autorisation légale ou de la dispute sur le nom ou de l'accusation de vol. Ceux qui ne parvenaient pas à comprendre ses arguments l'avaient prise pour une folle, voire une perverse, qui mène délibérément son monde en barque. Elle avait dit « Les hommes ont toujours les meilleures lentilles à manger, les femmes les plus grossières, c'est vrai ou pas ?» Elle parlait sans peur, intrépide. « Mais si tu les regardes sans avoir peur, est-ce que les gardes-frontières peuvent comprendre ?» Ils se sont fâchés. « Vous avez passé la frontière. » Elle s'est esclaffée, mais quand ce qu'il y a frontière, c'est hors frontière, alors on ne fait rien, hein, impossible. Non, ont-ils répondu sèchement, il faudrait être un demeuré pour ne pas le savoir. Même les chèvres, les vaches, elles le savent où il ne faut pas s'aventurer. Vous n'allez pas me faire croire que vos lunettes sont si mal réglées que vous n'ayez pas pu voir, donc il n'y a pas d'excuse. Qui demande des excuses ? Et devant son rire tonitruant, la fille qui vieillit s'est mise à pleurer. Et c'est tout ce qu'il y a à voir ? Vous devriez mettre mes lunettes un jour. Elle avait ce souhait, s'il fallait tomber, que ce ne soit pas à plat ventre. D'où qu'arrive la balle et où qu'elle la touche, elle voulait partir droite à la renverse et se coucher avec dans les yeux l'orbe du ciel et de la terre. « Laisse-moi m'exercer, a dit la mère à la fille. Et elle s'était mise à voir le hoquet. Ça passait, ça revenait, et la fille, si elle n'avait pas été enfermée dans son malheur, se serait demandé si c'était pour de vrai ou de la comédie. « Ça ne va pas se calmer avec de l'eau. Tape-moi sur le dos, un bon coup, lui ordonna-t-elle. Si tu ne vas pas assez fort, alors prends ton élan à la course et frappe-moi de toutes tes forces dans le dos, dans le ventre, sur les côtés. Et si je tombe, que ce soit sur le dos, les yeux ouverts, le front à l'air. Alors le hoquet s'arrêtera. » C'était une drôle d'injonction, mais la fille obéissait point par point et donc avait administré une volée de coups, vlan, vlan, pif, paf. Et dans ce nouveau jeu, la violence des chocs avait fait tomber la mère. Un moment interloqués, les spectateurs se prirent à rire. Cette petite vieille, trop fort, ce qu'elle faisait quand même. Et la mère dit à la fille qu'elle devait se tenir prête. La fin finale de l'histoire, ce fut l'arrivée de la balle, mais entre-temps, la mère avait fini par devenir une experte
de la chute. La balle arriva, fit un trou et ressortit. Un autre serait tombé convulsivement et se serait souillé de terre le visage. Mais maman bondit en arrière comme une acrobate en voltige, le ciel en plein sur elle et dans l'anticipation extatique de la fin, elle s'allongea par terre, splendide, majestueuse, comme sur une confortable couche. Ceux pour qui la mort est la fin ont pris cela pour la fin, mais ceux qui savaient que ce n'était pas la fin finale, qu'elle avait passé une autre frontière, cette femme. Et donc, il n'y a pas de mal à commencer l'histoire ici, ou de quelque façon qu'on s'y prenne, la façon a ses raisons. Claude Mochi-Lover. Oui, Annie. Je peux dire juste un mot? On est juste, mais... C'est très difficile. C'est bon, ce Annie. début. Moi, je voyais le visage de certains. J'ai eu exactement le même réflexe. Quand j'ai lu le début du livre, je me suis dit, oh là là, mais ça va où? Je comprends rien. Et c'est normal. Mais si vous avez lu la partie 3, parce qu'elle dit aussi, il y a plein de façons de rentrer, on peut rentrer dans la 3e partie, là où il y a le voyage au Pakistan, et là on comprend toutes ces allusions, le mensonge, l'histoire des noms, l'accusation de vol. Mais c'est vrai qu'autrement, c'est désarçonnant, et je connais plein de lecteurs qui n'ont juste pas supporté, et donc qui n'ont pas lu le livre à cause de ça. Et j'espère que ça ne va pas être votre cas, parce que quand on a lu la fin, on revient au début et tout est clair. Annie Montaut, prix de la traduction INALCO VF 2022. Merci beaucoup Claude pour la lecture. Merci Marie, merci Nathalie. Merci les traducteurs et traductrices en lice. Vous avez 5 traducteurs et traductrices d'exception ici et leurs livres sont en bas à la librairie. N'hésitez pas à aller acheter les livres et à parler à nos traducteurs et traductrices. Merci beaucoup.